SpaceX se lance dans une mission difficile appelée Polaris Dawn. Le Starliner de Boeing revient sur Terre malgré de nombreux problèmes. Dernière nouvelle de RFA-1. Starbase bat des ailes. ESA imprime la première pièce de métal dans l'espace. Landspace va plus haut avec son prototype Zhouke 3. Et de nombreux lancements ont lieu cette semaine. Je suis Christophe Paget pour Espace News et ceci est votre revue spatiale. La mission Polaris Dawn a décollé de Cape Canaveral pour accomplir plusieurs tâches et atteindre plusieurs records du monde sur une mission d'une durée de 5 jours sur différentes orbites. L'équipage est composé de Jared Isaacman en tant que commandant de mission, Scott Pottet en tant que pilote de mission, Sarah Gillis en tant que spécialiste de mission et Anna Menon en tant que spécialiste de mission et médecin. Le vaisseau spatial utilisé est essentiellement une capsule du SpaceX Crew Dragon légèrement modifiée, lancée avec un Falcon 9 traditionnel. La capsule a été équipée de réservoirs supplémentaires pour permettre une atmosphère progressivement riche en oxygène à l'intérieur de la capsule, en préparation pour une sortie dans l'espace. Il comprenait également un cadre d'aide à la mobilité positionné à son écoutille, et l'équipage était équipé de courtes attaches ou d'ombilicaux fournissant de l'oxygène à température contrôlée, ce qui permettra à tous les membres de l'équipage de faire leur sortie dans l'espace. Le module de service a été équipé d'un dispositif de communication laser pour permettre, dans le premier objectif de la mission, une communication dans l'espace à haut débit et à large bande passante avec la constellation Starlink utilisée comme relais pour ensuite communiquer avec la Terre. Le deuxième objectif de la mission a pour ambition d'être le vaisseau spatial avec équipage le plus éloigné en orbite terrestre, à 1400 km d'altitude. Cela n'inclut bien sûr pas les missions Apollo, car elles étaient hors de l'orbite terrestre, pour se rendre sur la Lune. Alors Gemini 11 détenait auparavant le record de 1368 km en 1966. L'objectif était de mener des recherches sur les effets des rayonnements sur la santé humaine. Le troisième objectif de la mission était d'effectuer la première promenade extravéhiculaire privée à 700 km au-dessus de la Terre en utilisant les nouvelles combinaisons EVA de SpaceX, réalisables en masse et bien plus bon marché. Il s'agit d'un catalyseur pour des missions avec une population plus importante pour bases lunaires et martiennes. Aujourd'hui, en raison du coût des combinaisons spatiales, seule une poignée de combinaisons spatiales et donc de sorties dans l'espace peuvent être réalisées. Comme quatrième objectif, l'équipage réalisera également 4 études sur la santé humaine dans l'espace. Et la dernière mission, peut-être la plus percutante, est de collecter des fonds pour l'hôpital de recherche pour enfants à St. Jude, comme pour la mission Inspiration 4 en décembre 2021. Vous avez peut-être entendu de nombreux reportages, y compris sur cette chaîne, que la capsule Boeing Starliner, amarrée à la SSI depuis le 6 juin 2024, avait subi des problèmes techniques avec 5 de ses propulseurs et des fuites d'hélium. Sonny Williams et Butch Wilmore étaient l'équipe d'essai en vol de ce véhicule et ont dû rester à la SSI au lieu de revenir avec le Starliner. Exactement 3 mois plus tard, Boeing a été prié de libérer le port d'amarrage pour permettre à la prochaine mission d'équipage SpaceX Dragon Crew 9 de rejoindre la SSI et d'être également le véhicule de sauvetage de Sonny et Butch. Le Starliner a réussi à désamarrer la SSI, à revenir sur Terre en toute sécurité et à atterrir au Nouveau-Mexique comme prévu. Un léger problème pourtant est que l'un des 12 propulseurs RCS est tombé en panne. Ce ne sont pas les mêmes qui ont échoué précédemment car ils étaient dans le module de service. Celui-ci se trouvait dans la capsule d'équipage, mais une seule panne ne constitue pas une menace lors de la rentrée atmosphérique. Avec le recul, c'est toujours facile de prendre de meilleures décisions, mais sans recul, la NASA a préféré réduire les risques d'accident et ce petit incident du propulseur aurait pu être plus grave.
Sonny et Butch reviendront donc avec la capsule Crew 9 en février 2025, aux côtés du commandant et pilote de la NASA Nick Hague et du spécialiste de mission cosmonaute Alexander Gorbunov. RFA a perdu le mois dernier le premier étage du RFA One, destiné à son vol inaugural en fin de cette année. Selon Jay Keegan de la NASA Spaceflight, l'autorité de l'aviation civile du Royaume-Uni, ou la CAA, a confirmé qu'aucune enquête n'était requise sur l'anomalie du premier étage du RFA One au port spatial de Saxo Vault le mois dernier. L'agence et la SAIA ont déterminé que cette anomalie n'était pas un accident de vol spatial au sens de la législation britannique. L'agence a confirmé qu'elle collabore étroitement avec RFA et Saxo Vault pour garantir que des leçons soient apprises. À Starbase, sur le site de production, on pouvait apercevoir par la fenêtre de la Star Factory un cône né de Starship version 2 en voie d'achèvement. L'immeuble de bureaux est désormais agrandi de l'autre côté de la Star Factory. Le vaisseau numéro 31, celui destiné à voler sur l'IFT-6, n'a pas encore remplacé toutes ses tuiles de protection thermique et pourtant a été transporté au site de Massey pour des tests complémentaires. En effet, sur le site de Massey, le Starship numéro 31 a subi une sorte de test d'amorçage appelé Spin Prime, ce qui signifie que SpaceX a testé ses moteurs et le débit de carburant sans aucun abîmage. Passons au site de lancement. SpaceX continue de tester la méthode de capture du premier étage avec ses bras ou baguettes de la tour Mekasila numéro 1. C'est très impressionnant de voir cela sans le premier étage et pourtant je ne peux pas commencer à imaginer à quel point ce sera incroyable avec le premier étage. Donc peu importe si SpaceX réussit ou échoue cette capture. Quelque chose que je n'avais pas remarqué jusqu'à cette vidéo de la NSF, c'est que la section de la tour autour de la position de capture du premier étage a été renforcée avec des plaques supplémentaires que vous voyez encerclées maintenant. Encore plus effrayant est le mouvement de la tour avec juste l'élan des bras lorsqu'il se ferme. Il serait intéressant d'ailleurs de voir l'amplitude d'oscillation de la tour lors de la capture du premier étage. Cependant, SpaceX a annoncé que la FAA ne sera pas en mesure de fournir la licence de lancement pour IFT-5 avant novembre de cette année. L'impression 3D métal n'est pas nouvelle, cela nécessite une machine très grande et lourde et beaucoup d'énergie pour la faire fonctionner. Pourtant, l'ESA a réussi pour la première fois à imprimer du métal en 3D dans l'espace à bord de la SSI. Le démonstrateur technologique construit par Airbus et ses partenaires a été transporté à la Station spatiale internationale au début de cette année, où l'astronaute de l'ESA, Andreas Mogensen, a installé la charge utile dans le rack à tiroir européen du module Columbus de l'ESA. En août, la machine a imprimé avec succès la première forme métallique en 3D dans l'espace. Ce lot d'échantillons ainsi que 3 autres prévus pour la suite de l'expérience reviendront sur Terre. Ce sont en fait des éprouvettes qui vont être testées mécaniquement pour vérifier que la rigidité soit plus ou moins la même que si ces pièces étaient usinées. Comme l'exploration de la Lune et de Mars augmentera la durée des missions et la distance par rapport à la Terre, le réapprovisionnement des vaisseaux spatiaux sera plus difficile. La fabrication additive ou 3D dans l'espace donnera de l'autonomie à la mission et à son équipage, en fournissant une solution pour fabriquer des pièces nécessaires, réparer les équipements ou construire des outils dédiés à la demande dépendant de la mission, plutôt que de compter sur des réapprovisionnements ou des redondances. Le démonstrateur technologique de l'ESA est le premier à réussir à imprimer un composant métallique dans des conditions de microgravité. Dans le passé, la Station spatiale internationale a hébergé des imprimantes 3D en plastique ainsi que des organes imprimés en 3D afin de bénéficier de la microgravité pour simplifier la création de l'impression 3D. La même chose s'applique au métal. Aujourd'hui, nous devons imprimer des supports pour permettre à la pièce imprimée de rester immobile, malgré la gravité qui tente de la tirer vers le bas. La fabrication dans l'espace devrait donc être encore plus simple. Landspace a testé avec succès cette semaine son dernier prototype du premier étage, le lanceur Zhouke 3, une fusée partiellement réutilisable, propulsée à l'oxygène et au méthane liquide. Le prototype mesure 3,35 mètres de diamètre
et 18,3 mètres de longueur et est fabriqué en acier inoxydable à haute résistance. Il a effectué un décollage vertical de 10 km et un atterrissage vertical à environ 3,2 km au centre de lancement de satellite de Yongquan en Chine. Le vol a duré près de 200 secondes. Landspace prévoit le premier lancement orbital de son Zhukei 3 dans le courant de 2025 et démontrera sa réutilisabilité d'ici 2026. La semaine des lancements de fusées a débuté le 6 septembre avec le lancement par SpaceX de sa Falcon 9 depuis la Californie pour sa mission NROL 113. Le premier étage a volé pour la 20e fois et s'est posé sur un drone ship. Le 10 septembre, SpaceX a enfin lancé sa deuxième mission la plus ambitieuse, après le programme Starship bien sûr, appelé Polaris Dawn, au sommet d'une Falcon 9 depuis la Floride. Le premier étage a volé pour la 4e fois et s'est posé sur un drone ship. Le 11 septembre, Roscosmos a lancé une Soyouz 2.1A depuis le Kazakhstan pour une mission avec équipage MS-26 vers la SSI pour remplacer l'équipage MS-25 qui partira le 24 septembre après une passation de 12 jours. Le lendemain, SpaceX a lancé une mission Starlink Group 9-6 depuis la Californie au sommet d'une Falcon 9. Le booster a volé pour sa 18e fois et s'est posé sur un drone ship. D'ailleurs, SpaceX a maintenant lancé plus de 7000 satellites Starlink, c'est-à-dire à peu près 2/3 des satellites existants autour de la Terre. Le dernier lancement de la semaine a été celui d'une fusée Falcon 9 de SpaceX pour sa mission Bluebird Block 1 depuis la Floride. Le premier étage a effectué son 13e vol et s'est posé sur site. En résumé, du 1er janvier au 12 septembre 2024, 167 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 107 provenaient d'une entreprise ou d'une institution américaine et 10 d'une entreprise ou d'une institution russe. Je vous laisse cette semaine avec des images de la sonde spatiale Bepi-Colombo de l'ESA et JAXA qui survole actuellement Mercure en date du 4 septembre. On peut y voir de nombreuses caractéristiques géologiques au pôle sud et aussi à ses alentours, notamment le cratère Vivaldi et un nouveau nommé le cratère Stoddard. Les images sont prises à 165 km de Mercure. La sonde spatiale se mettra progressivement en orbite autour de Mercure pour l'analyser plus en détail. Cette sonde a été envoyée en octobre 2018 et atteindra finalement l'orbite stable de Mercure en novembre 2026 et étudiera Mercure jusqu'en avril 2029. Il faut être vraiment patient en cosmologie, j'en ai bien peur. Je suis Christophe Paget pour Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de l'actualité spatiale.